Ok. Donc d'abord, je vous présente brièvement notre alliance Utopia. Donc initialement, elle était formée par 6 universités, donc VUB, CY, Cergy Paris Université, donc la nôtre, l'université de Göteborg, de Ljubljana, de Warwick et de Pompeu Fabra. Et on partage ensemble, depuis, même avant en fait, le lancement officiel de l'Alliance en 2019, la volonté d'intégrer un peu nos communautés de recherche avec divers programmes qui permettent notamment la mobilité de nos chercheurs. Donc, on a récemment accueilli également 4 nouveaux partenaires, donc Babes Bolai en Roumanie, Ca' Foscari à Venise, Nova Lisboa au Portugal et TU Dresden. Et donc Utopia CIF jusqu'à nouvel ordre est notre programme phare parce qu'il concerne vraiment l'implication des 6 partenaires initiaux et c'est franchement le programme qui fait le plus de trafic sur notre site internet. Donc c'est quelque chose qui intéresse le monde entier, vous allez voir, et c'est vraiment notre programme phare. Très brièvement, les projets en fait de notre alliance. Donc ça a commencé même avant en fait qu'on commence à être financé par la Commission européenne. CY avait été à l'origine du lancement d'un programme co-tutelle avec ses partenaires, en tout cas ceux qui trouvaient des financements pour y participer. Et donc on a un Utopia co-tutelle qui a commencé en 2018 et qui ensuite a été suivi par le lancement officiel de notre programme chapeau, notre programme mère, comme disent certains ici, Utopia 2050, un peu comme dans toutes les universités européennes. Et ensuite, on a eu le programme, le volet recherche avec Utopia Train et Utopia CIF qui a commencé juste après. Et en fait, c'est uniquement récemment qu'on a donc les 10 universités. Et au mois de décembre, on va avoir le lancement de Utopia More, le prochain projet Erasmus avec les 10 universités de l'Alliance. Et concernant en fait nos activités communes, pour l'instant, on a vraiment beaucoup de programmes qui supportent surtout les jeunes chercheurs, donc que ce soit donc les étudiants en thèse, les postdocs, mais également les jeunes chercheurs prometteurs, donc dans ce qu'on appelle la Young Leader Academy. Voilà, je laisse la parole à Raphaëla pour qu'elle vous présente le programme qu'elle coordonne, donc le Utopia CIF. Merci Sylvie et bonjour tout le monde. Je prends le relais pour vous présenter le programme. Utopia CIF, c'est notamment un cofonds postdoctoral qui vise à recruter 76 fellows sur une durée de 66 mois, hébergés dans les 6 universités historiques de l'Alliance Utopia et qui est coordonné par nous au sein de CY Cergy Paris Université. L'objectif, c'est effectivement d'offrir des opportunités de formation et d'interaction dans un environnement très riche et international de jeunes chercheurs pour booster leur développement de carrière et pour leur donner l'opportunité de viser à justement un développement fructueux dans leur carrière, dans leur poste suivante. Les atouts de notre programme sont certainement l'accès à un environnement de recherche riche avec plus de 600 centres de recherche et un nombre important de personnel de soutien à la recherche, une infrastructure bien interconnectée, comme elle repose déjà sur les efforts d'une alliance qui avec plusieurs projets sur le volet de la recherche. Étant une action Marie-Curie, le volet mobilité est au centre de notre programme. Les fellows sont hébergés dans une université post et c'est reporté à mener un minima une période de mobilité dans une des universités partenaires CIF, qui sera l'université de co-host, et une deuxième période de mobilité, un secondment externe, dans une autre institution, notamment, ils seront encouragés à mener leur mobilité dans des institutions qui ne font pas partie du monde académique, pour encourager la coopération, le transfert de connaissances dans les résultats de la recherche. 5 parmi les 6 partenaires du CIF sont labellisés HAS4S, ce qui fait qu'effectivement, on est également engagé dans un label de qualité. Et le troisième volet et atout de notre programme, c'est la formation. Utopia CIF propose un programme de formation désigné et ciblé pour les fellows, notamment sur les compétences transversales pour le développement de carrière, l'éthique, les financements européens, l'innovation et l'impact, comme la session qu'ils sont en train de recevoir ce matin dans notre kick-off. Et ils sont également encouragés dans l'organisation de séminaires mensuels dans l'esprit d'une ouverture et du partage de connaissances dans un environnement très interdisciplinaire. Notamment, notre programme repose sur une interdisciplinarité, comme
Il y a 5 volets principaux de recherche qui couvrent à peu près toutes les domaines possibles. On parle d'ingénierie matériaux, data intelligence, santé, soutenabilité, bien-être et inclusion. Le programme promeut l'interaction entre disciplines et les chercheurs de toutes les domaines sont les bienvenus. Ainsi, c'est une présentation de la gouvernance de notre programme qui peut apparaître compliquée en premier regard, mais qui est essentielle pour la bonne implémentation et qui comporte plusieurs niveaux, qui sont en tout cas tous en interaction avec les autres et dans un esprit de gouvernance ouverte face à nos fellows. Chacun peut interagir avec n'importe quel niveau de la gouvernance, juste à veiller qu'il soit le bon intervenant pour leurs besoins. Le bureau politique et stratégique qui prend les décisions sur le programme, c'est le Board of Directors. Il est secondé chacun de représentants avec un manager local. Il y a une interaction constante avec la coordination et ce qui fait que la bonne implémentation du programme est bien veillée pendant tous les cours des activités de l'année académique. Du coup, l'équipe de coordination est directement en charge de ce qui est l'implémentation, notamment des cours, des processus de sélection et des candidats et des trainings, de l'organisation des activités communes pour toutes les corps de fellows et notamment tout ce qui est la partie administrative du programme avec l'interaction avec la Commission européenne, les reporting et les réglables, alors que tout ce qui est l'implémentation locale, le recrutement des fellows et leurs besoins, ils sont gérés au niveau local, bien sûr, avec toujours en interaction avec la coordination. Voici quelques chiffres clés de notre programme. Nous sommes maintenant en plein lancement de notre troisième call qui est ouvert juste en décembre et nous avons déjà abouti à lancer autour de 2 calls pour le recrutement avec un nombre de candidatures assez étonnant, on dirait, plus de 400 candidatures avec des candidats de partout dans le monde, près de 90 les nationalités différentes. Nous avons sollicité des 50 experts pour l'évaluation de leur candidature, organisé plus de 100 interviews en 4 jours et sur les 4 continents. Et à ce jour, nous accueillons 36 fellows de 14 pays différents dans nos 6 universités. Et nous sommes également très heureux d'afficher un gender balance assez équilibré. Et voici enfin ce que nous pouvons partager en termes de retour d'expérience pour vous qui êtes maintenant dans le moment du dépôt du projet. Qu'est-ce que nous pouvons partager pour vous aider à développer un projet, éviter certains écueils que nous avons peut-être rencontrés. Tout d'abord, il faut bien regarder que, étant un projet créé à plusieurs ans, le dialogue entre le partenaire au moment de l'écriture du dépôt de projet, c'est essentiel, pas seulement pour bien montrer et souligner ce qui est le valeur ajoutée, le plus valeur de la coopération dans votre programme, vous allez apporter au fellow, mais également pour bien caler ce qui sera ensuite l'implémentation du budget propre dans chaque fellow et la mutualisation des ressources. Ce que nous vous recommandons, c'est notamment dans le cadre des alliances, tout ce qui est déjà mutualisé en termes de ressources, les processus déjà en place pourront être utilisés au bénéfice de ce que vous êtes en train de préparer pour votre co-fund. Ensuite, le management et la gouvernance du projet, ils sont certainement essentiels. Dans notre projet, nous avons une comitologie assez lourde avec une réunion du Board of Directors ou du Local Program Management Team toutes les 6 semaines, mais qui est garantie d'une bonne implémentation du programme, qui garantit que les bonnes décisions soient prises au bon moment et qu'on est toujours en mesure à veiller à ce que les actions du programme soient menées et dans la bonne façon. Et notre point d'attention, c'est notamment lors de l'élargissement de notre alliance, qu'il faut bien veiller à anticiper la confusion avec un projet qui, notamment, repose sur un financement différent, du coup, qui inclut uniquement les 6 partenaires historiques de l'Alliance et qui, du coup, ne pourra pas intégrer pour l'ensemble les nouveaux partenaires. Cela peut engendrer de la confusion à la fois parmi les candidats ou les superviseurs et il faut bien veiller à anticiper ce point. Pour ce qui est la phase de préparation du lancement de votre call de sélection, une fois que votre projet sera approuvé et lancé, nous vous recommandons de bien préparer et tester votre plateforme de dépôt.
d'avoir un outil que vous maîtrisez bien et de pouvoir anticiper dans les problèmes techniques qui arrivent, bien sûr, parce que ça se fait tout le temps, de vérifier ce qui peut ou ne peut pas être modifié sans engendrer ce qui sera le back-office et l'extraction de données que vous allez faire après le dépôt des candidatures du candidat. De prévoir notamment de pouvoir exporter les maximums d'informations d'une manière assez gérable et simple à utiliser, de préparer pour ce qui est des documents, pour ce qui concerne les documents des candidatures, des templates qui ne puissent pas être modifiés par le candidat pour que ça simplifie la gestion et l'évaluation du traitement des candidatures, et de lancer, clôturer les appels à projets en milieu de semaine. Comme ça éviterait des problèmes techniques, notamment si on lance ou on clôture le vendredi ou le lundi, avant ou après le week-end. C'est toujours un peu compliqué d'enchaîner. De notre expérience, le mercredi ou le jeudi, c'est plutôt idéal. Ensuite, pour ce qui est de la communication de votre projet, de votre appel à recrutement de fellow, il faut bien prévoir les canaux que vous souhaitez utiliser, notamment le site web de l'université ou de l'Alliance. Les réseaux sociaux sont également un très bon moyen pour disséminer votre pôle, mais surtout de reposer sur des sites spécifiques pour le recrutement de jeunes chercheurs, notamment Euraccess pour tout ce qui est de financement européen, mais pas que pour l'académie, et d'autres sites où on peut publier des annonces pour montrer votre pôle. Il faut bien veiller à recueillir toutes les preuves de votre action de dissémination bien à l'avance pour pouvoir préparer votre reporting sur vos actions. Et ce que nous vous recommandons, c'est d'organiser ainsi des webinaires ou des petites sessions d'échange avec le candidat où ils pourront vous poser des questions par rapport à la procédure de candidature et de sélection, et ce qui permet toujours de pouvoir éventuellement préparer de phares questions intégrées dans votre site web avec des points qui peut-être seront éclaircis et améliorés dans les cours successifs. Pour ce qui est de la procédure d'éligibilité et évaluation, c'est un peu déhumanisant, mais il faut tenter d'industrialiser le plus possible cette procédure, pas uniquement pour faciliter le traitement des dossiers, mais aussi pour veiller à ce qu'aucun candidat ne soit pas traité différemment des autres. Du coup, il y a très peu d'espace pour le cas particulier, voire aucun place. Chacune décision de non-éligibilité doit être traitée rapidement, car il doit être en mesure éventuellement de faire un recours s'il le souhaite, et il doit être pris conformément à ce qui est écrit dans votre guide du candidat. Et pour l'évaluation externe, nous avons notamment dans notre COFAD un processus de peer review avec 3 évaluateurs et ensuite l'interview face à face du jury, et chaque phase d'évaluation est succédée par une décision du BED avec une liste de candidats qui sont retenus pour une interview et finalement sélectionnés et recevront une offre de fellowship pour être enfin recrutés dans une de ces universités. Pour le processus de recrutement, ensuite, une fois notifié le candidat, pour nous, au niveau de la coordination, on passe le bébé pour l'implémentation locale. Tout ce qui est le recrutement est géré par nos équipes locales de 6 universités. Et il faut bien anticiper du coup, ce qui peut être parfois de la confusion entre les différents règlements locaux. Si vous avec un co-fund qui implique 6 universités différentes, il peut y avoir des pratiques, des procédures un peu différentes. Si vous allez anticiper le fait d'avoir bien clair comment ça se passe dans les différentes universités, ça va vous éviter des petites problématiques, des petites places dans l'implémentation ensuite, et surtout veiller à bien expliquer, pas uniquement aux équipes de management, mais c'est assez bénéficiaire aussi pour les fellows de bien expliquer la différence entre un co-fund et entre un individual fellowship, pas uniquement parce que les budgets, les allocations sont un peu différentes, mais pour le fait que dans un co-fund, les chercheurs ne sont pas des bénéficiaires directs de la subvention européenne, mais ils sont recrutés par une des universités, du coup, leur recrutement est sujet au règlement national. Il est très important d'expliciter ces différences lors d'un kick-off, d'une réunion de lancement du programme,
dans laquelle les fellows seront équipés avec toutes les informations pratiques pour naviguer un peu ce programme assez compliqué et qui pourtant leur donne beaucoup d'opportunités, et de tenter d'anticiper le plus possible des problèmes qui pourront survenir suite au changement de règlement national ou locaux. Et finalement, encore une fois, le programme Utopia CIF est vraiment un des points fédérateurs pour notre alliance, et comme effectivement il permet de centraliser et de mobiliser des ressources et des efforts sur tout ce qui est le volet recherche de notre alliance, et de développer une interaction pas uniquement au niveau de projets et de programmes sur l'Alliance pour ce qui est la recherche. Nous avons un programme de mobilité pour les chercheurs, la tutelle, pour le Connected Research Community, et un programme qui réunit de jeunes chercheurs encore dans ces universités, les Young Leaders Academy, mais également de mener un effort de coopération et de support, notamment au niveau des services de support pour la recherche et des services de ressources humaines des universités. Finalement, si vous voulez rester en contact, vous pouvez visiter le site web de notre programme ou notre plateforme de candidature avec tous les matériaux pour la candidature, l'information que nous donnons à nos candidats, notre mail de contact et notre compte Twitter où nous publions des mises à jour sur nos activités et les activités résultats de recherche de nos fellows. Merci encore de votre attention et merci au PSN de nous avoir invités pour faire ce retour d'expérience que nous espérons être utile. Merci beaucoup Raphaëla et merci beaucoup Sylvie pour cette présentation avec des conseils très utiles issus de votre expérience. C'est un bel exemple aussi de synergie entre une alliance université européenne et un programme CoFund. Donc, qu'on voulait aussi montrer aux participants de cette session. Et donc, vous avez bien expliqué justement cette valeur ajoutée. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, donc il y a quelques questions dans le chat. Moi aussi, j'avais quelques questions. Une question, combien de personnes ont été recrutées spécifiquement pour la mise en œuvre du programme Utopia CIF? Alors, Raphaëla est recrutée à 100% sur CIF. Ensuite, moi, je travaille aussi une partie sur CIF, une grosse partie en fait, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a lancé CIF, le premier call a été lancé avant le démarrage officiel du programme. Le programme a démarré en mai 2021 et on a lancé le premier call en octobre 2020. En fait, on l'a anticipé et comme vous vous rappelez bien, octobre 2020, on était tous en confinement. Donc, en fait, on a lancé tout ça. Le premier call, en fait, il s'est passé en confinement total. Donc, moi, par exemple, je n'ai rencontré Raphaëla que très tard. Oui, on ne savait pas qu'on avait des jambes, en fait. Donc, on a travaillé comme ça. On a le directeur du programme, Arnaud Lefranc, qui effectivement met aussi beaucoup dans la balance. Et on est justement aidé par les 6 programmes managers locaux et les 6 programmes directeurs aussi des 6 universités. Plus des personnes dans les différentes équipes qui nous aident aussi et le personnel support en fait au RH dans toutes les universités et les personnels support des différentes équipes Europe, etc. pour les parties légales, l'accord de consortium, etc. qui ont été traités entre les différents services légaux de nos universités. Et normalement, là, je suis en train, parce que vous savez, comme vous le savez tous, on a tous des difficultés un petit peu à recruter en ce moment des personnels. Et là, j'espère pouvoir effectivement recruter une autre personne qui sera en partie chargée de gérer toute la partie activité et justement les rendez-vous, les séminaires, l'organisation des séminaires et des trainings. Parce que pour les trainings, en fait, on fait appel à tous nos partenaires et on monte en fait des projets, des projets de training aussi en relation avec les besoins et les attentes de nos fellows, parce qu'on leur demande en fait leur feedback sur ce qu'on leur a proposé. Et on essaye aussi de voir quelles sont les best practices dans les différentes universités et leur proposer, comme par exemple ce matin, c'est le TTO en fait de l'université de Göteborg qui fait la présentation sur le training sur l'innovation et l'impact. Et elle sera aidée un petit peu et soutenue par le TTO de CY. Et en fait, certainement, l'année prochaine, il y aura un petit échange. Ce sera peut-être un autre TTO qui viendra faire le même type d'intervention pour la cohorte suivante.
Merci beaucoup. Alors, une autre question, pourrez-vous revenir sur la slide décrivant les différents calls? C'est-à-dire écrivant différents calls. Est-ce qu'il y a une question précise par rapport au call ou c'est plutôt c'est plutôt le calendrier ou la procédure qui intéresse? En tout cas, je vais afficher le slide. Là où il y avait, je crois, 4 calls qui étaient exposés avec des points. Oui, je reprends le partage d'écran tout de suite. Merci. De rien. C'est bien ça que vous demandez? Oui. Parce que, en fait, je me demandais, finalement, quand il y a beaucoup de... Enfin, combien vous avez eu de refus d'experts pour analyser les dossiers des candidats? C'est-à-dire, combien il faut prévoir? Quelle marge il faut prévoir? Alors, en moyenne, on a estimé que pour avoir 3 experts pour chaque dossier, il faut un minimum en contacter 5, voire 6. Du coup, notre procédure d'attribution et d'identification d'experts pour l'évaluation des cas, c'est en effet une des parties les plus lourdes et compliquées de notre processus d'évaluation et sélection. Ce qu'on fait, c'est qu'on mutualise ressources dans les 6 universités. Du coup, soit on met en place une répartition disciplinaire parmi les membres du Board of Directors, qui sont des membres de faculté, du coup, on fait des expertises, notamment en médecine, en sciences sociales, en physique. On tente de répartir ce rôle. Soit on se répartit selon les choix de hosting, de host et post, pour ne pas avoir bien sûr de conflit d'intérêt. Du coup, chacun sera porté à recommander, à chercher des noms d'experts externes ou internes, selon le cas, selon la disponibilité, que nous allons ensuite contacter avec un système qu'on a mis en place de survey pour un envoi de demande de bien vouloir prendre une expertise, mais ce qui fait qu'il y a effectivement un taux de refus assez élevé. Il faut bien prévoir, bien trouver beaucoup plus d'experts par rapport à ce dont on a besoin, et surtout pour garantir que chaque dossier soit basé par un minimum 2, mais l'idée, ça serait d'avoir 3 experts pour chaque dossier. D'accord, donc peut-être... Alors également le fait que certains experts pourraient donner leur disponibilité, mais finalement ne pas faire leur expertise ou déclarer un conflit d'intérêt ensuite, ou des imprévus également, même après une confirmation. D'accord, donc c'est x2. Et juste si je peux rajouter une question, c'était sur tous les documents support, c'est-à-dire les templates pour l'application form, également les grilles d'évaluation des experts. Alors, c'est peut-être pas à vous que je dois la poser, peut-être vous n'étiez pas là lors du dépôt, mais est-ce que il faut montrer qu'on est déjà prêt en disant que ces documents-là sont faits quelque part dans le dépôt, ou est-ce qu'on le fait une fois qu'on a déposé le projet? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont été faits après. Ils ont été faits après. C'est la structure, en fait, de bon, après, si vous avez effectivement la possibilité d'expliquer exactement ce que vous allez mettre, mais en fait, c'est des documents qui vont servir, effectivement, qui vont être un peu binding, notamment auprès de vos candidats, mais on les a fait après, on les a fait, et on les a modifiés parfois, justement par rapport au feedback. On n'a pas modifié ce qu'on devait faire, mais on a modifié la manière parfois de présenter pour être plus explicite. Donc, ce document, il est parfois un petit peu living aussi. Mais non, on l'a pas, rien n'était préparé en termes de documents support avant. Par contre, les critères d'évaluation, ils étaient bien présents là dans le projet. Les critères d'évaluation et les points que chaque critère a dans le process, oui. En fait, le guide for applicants, il est quand même beaucoup copié-collé de notre dépôt de dossier quand même. Toutes les parties qu'on a explicitées sont effectivement des gros parties copié-collées. D'accord. Merci. De rien. Merci. Alors, il y a 2 autres questions dans le chat. Je vais d'abord prendre celle sur le dossier sur les candidatures, puisqu'on traite ce sujet. Donc, il y a Patricia Gauthier qui demande comment vous évaluez le nombre de candidatures reçues lors des premiers calls et la baisse du call 2. Oui, donc, je comprends bien, voilà, pourquoi
Là, ça a des Une raisons baisse. à la fois pratiques et stratégiques. Du coup, lors du lancement du premier call, comme c'était le premier call, je peux dire très ouvertement qu'on a fait une pub assez agressive pour notre call parce qu'on souhaitait avoir le plus grand nombre de candidats. Mais cela nous a permis également de repérer un petit point de faiblesse dans notre structure, c'est-à-dire que parfois on se retrouve avec des candidatures qui n'étaient pas très bien calées dans la structure de recherche et qui, du coup, n'auraient pas une grande possibilité d'avancer ensuite dans ce qui est le processus des candidatures. Notamment, une fois qu'une candidature est éligible, nous sommes toutefois engagés à l'amener en minima à travers le processus d'évaluation externe, c'est-à-dire qu'on est quand même engagé à trouver des reviewers qui s'engageront à évaluer une candidature qui, en tout cas, a très peu de chances d'être soutenue par un labo de recherche. C'est pour ça qu'on a proposé et acté avec le Board of Directors et ensuite demandé une petite révision de notre grant à la commission pour insérer une petite étape supplémentaire de demande de lettre de support par un labo de recherche au moment du dépôt de la candidature, ce qui en fait qu'effectivement, il y a eu une certaine baisse du nombre de candidatures reçues, mais que cela n'a en aucun cas impacté la qualité des dossiers qu'on a reçus et surtout que cela nous a bien permis de mener notre processus de recrutement et d'atteindre les chiffres qu'on avait prévus. Tout en effectivement traitant un nombre un peu plus réduit des candidatures, d'améliorer un peu notre processus, mais sans impacter la qualité. Merci. Donc, et une autre question qui vient d'arriver toujours sur le processus de sélection. Est-ce que les reviewers sont rémunérés? Oui. Oui, mais que les reviewers externes. Du coup, c'est dans le cas où un expert qui est dans l'une des 6 universités partenaires du programme se prêt à faire le reviewer d'une candidature, il ne sera payé, alors que le reviewer externe, ils peuvent être payés. Il y a certains qui nous disent qu'ils ne souhaitent pas être payés, mais nous, on propose une petite honorarium en nos experts. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on a pu utiliser notre alliance parce qu'il est beaucoup plus simple de faire payer les experts par un de nos partenaires qu'en France, parce qu'il faut savoir si vous déposez et que vous comptez payer vos partenaires, en France, on est obligé de faire une fiche de paye et c'est super lourd à faire pour parfois donc un paiement assez limité et c'est très long et c'est assez intrusif quand même parce qu'on demande beaucoup de pièces justificatives et donc si vous avez l'occasion de pouvoir externaliser cette activité qui est très lourde dans un pays qui a des règles administratives qui sont un petit peu plus souples, c'est intéressant. Donc nous on a effectivement externalisé ça chez un de nos partenaires. Et pour le faire sur un autre call, c'est effectivement beaucoup plus intéressant de l'externaliser. Merci beaucoup. Alors, donc il y avait une autre question plus sur le budget à laquelle je pense que je peux répondre, mais si vous avez aussi des pratiques à partager en ce qui concerne votre montage budgétaire. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire valoir en contrepartie, c'est-à-dire en tant que cofinancement, des dépenses engagées antérieurement à l'obtention du grant européen? Donc, à ma connaissance, non, ce n'est pas possible. En revanche, vous pouvez faire valoir de la contribution in-kind, c'est-à-dire si par exemple vous avez acquis un équipement avant l'obtention du grant et que pendant le programme vous donnez accès à cet équipement, dans ce cas-là, vous pouvez essayer d'évaluer le coût d'accès à cet équipement et donc le mettre dans votre partie cofinancement. Et donc, oui, du coup, Raphaëlla et Sylvie, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre montage budgétaire et le cofinancement que vous apportez pour ce programme? En fait, le cofinancement a démarré avec le démarrage du premier call. Donc, les partenaires se sont engagés donc, au cofinancement des salaires des fellows et aussi de toute la… Alors, on a le processus de sélection justement qui repose sur du budget propre et tout ce qui est mobilité, relocation allowance et formation. Tout ça, c'est du local qui est totalement partagé. On a des chiffres qu'on a
qu'on a validé justement en BOD. Et quand on a, comme la première année, on avait un peu sous-évalué justement le nombre d'experts et donc comment on voulait les payer. C'est le BOD qui a décidé effectivement in fine combien on payait chaque expert et c'est le BOD qui a également validé le fait que chaque université allait un petit peu augmenter ce qu'elle avait prévu et on a effectivement eu un petit décalage, c'était pas énorme, de budget et tout ce qu'on engage en fait, on a un share en fait qui est donc le share du nombre de fellows qu'on accueille chacun. Donc il y en a 20 à Warwick et à CY et dans les autres universités il y en a un petit peu moins en fonction de ce qu'ils ont réussi justement avec le côté pour payer la partie co-fund. Et ensuite tout ce qu'on fait en fait est divisé par ce share là en fait. Donc nous on a 36%, etc. ou 26%, je sais plus. Et à chaque fois tout ce qu'on fait est divisé par ces fameux. On se partage le gâteau à chaque fois que même part. Donc, par exemple, Göteborg est l'université qui a la plus petite part parce qu'ils ont le moins de fellows. Voilà. Et à chaque fois, effectivement, à chaque fois qu'on engage quelque chose, on le fait à 6. Donc, c'est un petit peu long des fois. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc il y a un commentaire de Patricia dans le chat qui dit, donc qui travaille sur un programme CoFund et qui dit que dans leur programme CoFund, ils ont le même souci lié aux superviseurs et ces candidatures ayant peu de chances d'aboutir. Et qu'ils ont donc introduit, avec accord de leur project officer, une déclaration sur l'honneur du candidat qui atteste avoir le soutien d'un futur superviseur. Et ils ont donc aussi vu une baisse de candidature pour cette raison entre le call 1 et le call 2. Parce qu'en fait, on a vraiment observé ça la première année. On avait des candidatures, effectivement, qui étaient un petit peu hors sol. Donc, sur les candidatures, comme on dit bien, effectivement, on est tous obligés d'accepter les projets. Ils sont libres de leur choix de recherche, mais quand même, pour certains projets SHS notamment, c'est facile de trouver une place, quoi qu'il arrive, pour essayer de développer quelque chose. Ça devient un petit peu plus compliqué quand on est chimiste ou physicien, s'il n'y a pas l'infrastructure derrière qui supporte, ce n'est pas possible de venir de développer un projet qui va coûter très très cher et qui va ensuite peut-être ne pas continuer. Donc, pour être certain qu'ils allaient être accueillis dans les meilleures conditions, on exige effectivement cette partie. Et je pense qu'on n'est pas les seuls en fait à faire ça. Je ne pourrais pas les citer, mais j'ai bien vu que dans d'autres co-funds, notamment sur les alliances européennes, c'était la même chose. Et je vous recommande fortement de faire ça parce que sinon, en fait, au début, on demandait l'avis en fait sur la candidature des laboratoires qui étaient ciblés, mais en fait, ils n'avaient qu'un avis et des fois, ils nous disaient mais non, c'est pas possible. En fait, ça ne peut pas se développer chez nous. Et ensuite, ça pose problème parce qu'effectivement, on a été obligé dans certains cas, parfois, de changer à la fin, leur proposer d'autres solutions. Donc, on n'a pas laissé tomber les premiers qui étaient de bons projets, mais effectivement, c'est un petit peu plus embêtant. Et là, franchement, c'est beaucoup plus clair quand on leur dit vous devez trouver on leur a donné effectivement le processus. Dans chaque université, c'est différent. Des fois, c'est que le directeur de laboratoire, des fois, c'est le vice-président qui doit signer. Enfin, on a bien mis une structure très, très explicite dans le Guide for Applicants et on met justement sur le coup tous les local programme managers qui sont très impliqués là-dedans pour faire signer les lettres avant la deadline. Voilà. Mais c'est important et ça va vous simplifier franchement les choses parce qu'après, justement, les candidatures sont aussi beaucoup mieux faites parce qu'ils sont en interaction avec le labo, qui du coup est très impliqué là-dedans. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a un triptyque, en fait, avec le laboratoire, l'université et le candidat pour monter le projet. C'est son projet, mais n'empêche que c'est beaucoup mieux quand c'est bien prévu, c'est où il atterrit, etc. Et c'est garant de qualité, en fait, de l'atterrissage, justement, dans un laboratoire. Quand il y a quelqu'un qui arrive de l'autre bout du monde, dans un laboratoire, c'est mieux qu'il ait construit le projet avec le laboratoire. C'est une bonne pratique, effectivement. Merci beaucoup de partager ces bonnes pratiques avec nous. Sylvie et Raphaëlla, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Donc, je vois qu'on va malheureusement devoir avancer parce que le temps nous presse. Je vois que notre intervenante de la Commission européenne est déjà là. On va donc passer à cette prochaine présentation. Et merci encore pour ce témoignage très intéressant et de qualité. Et donc, voilà, bonjour à Daniela. Donc, Daniela Radu de l'Agence exécutive européenne de recherche qui va donc présenter le programme CoFund, enfin l'action CoFund Marie Curie et l'appel 2022. Daniela, Bonjour. je vous laisse la place.
Bonjour. 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 Désolée pour le retard. C'était un exercice d'évacuation dans le bâtiment. Donc maintenant, tout se passe bien. J'espère que la connexion me permettra de vous faire cette présentation dans de très bonnes conditions. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est parfait. OK. Bon, je vais vous présenter l'action CoFund dans Horizon Europe. L'action CoFund, c'est une action monobénéficiaire pour cofinancer des programmes nationaux, régionaux et internationaux nouveaux ou existants pour la formation doctorale et les bourses postdoctorales. Notamment, je vais me concentrer sur quelques points. Le focus sera sur diffuser les meilleures pratiques de Marie Sklodowska-Curie actions et en promouvant des normes élevées dans le processus de recrutement et des conditions de travail excellentes. Introduire des effets structurants durables en favorisant une formation à la recherche excellente et durable, la coopération, la mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire, et encourager les synergies avec les fonds de la politique de cohésion, ainsi qu'avec la facilité pour la reprise et la résilience. Les programmes pourraient se concentrer sur des disciplines spécifiques, notamment lorsqu'ils sont basés sur des stratégies de spécialisation intelligente. Comme vous le connaissez en anglais, on l'appelle Smart Specialization Strategy. Les modalités pour obtenir ces fonds sont pour la formation doctorale. Donc, il va falloir proposer des activités de formation à la recherche pour permettre aux doctorants de développer, d'élargir leurs aptitudes et compétences. Ils conduiront à l'obtention d'un doctorat dans au moins un État membre de l'Union européenne ou un pays associé à Horizon Europe. Les activités de formation doivent être basées sur les principes de l'Union européenne, sur la formation doctorale innovante. Les bourses postdoctorales, c'est destiné à financer des bourses individuelles de formation en recherche avancée et de développement de carrière pour les chercheurs postdoctoraux. Les programmes devraient offrir une formation pour développer des aptitudes et des compétences clés transférables communes à tous les domaines, favoriser l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat et promouvoir, selon le cas échéant, et récompenser les pratiques de la science ouverte, comme on l'appelle Open Science, qui pourrait appliquer toute entité juridique unique établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays associé à Horizon Europe. Tous les bénéficiaires doivent recruter au moins 3 chercheurs. C'est une condition pour cette action. Ils sont tenus d'héberger dans leurs locaux et d'encadrer les chercheurs recrutés directement ou par des partenaires qui sont liés aux institutions qui appliquent. L'action CoFund, les secteurs académiques et non académiques sont notamment visés. Dans le secteur académique, on parle comme possible applicant des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés, des organismes de recherche publics ou privés à but non lucratif et des organisations internationales de recherche européennes. Et pour le secteur non académique, l'applicant peut être tout acteur socio-économique non inclus dans le secteur académique. Des structures possibles, ce sont des structures hiérarchiques. Donc, il y a une organisation de recherche qui cofinance le programme et qui notamment applique à l'agence de recherche pour obtenir des fonds supplémentaires. Et
cette organisation peut avoir des partenariats avec d'autres universités, avec des laboratoires, avec d'autres organisations de financement de la recherche. Une autre structure possible, c'est une structure horizontale, donc notamment c'est une université qui applique à l'action CoFund et peut avoir des collaborations avec d'autres universités et des laboratoires, mais qui partagent aussi l'emploi des chercheurs. Non seulement conclut des partenariats pour des stages, mais ici, disons que les responsabilités sont plutôt partagées d'une manière plus équilibrée. Une autre structure possible, c'est d'avoir un point unique, c'est-à-dire une seule organisation qui applique et qui embauche les chercheurs, qui les offre les contrats de travail et qui s'occupe aussi de leurs stages dans l'université, dans l'organisation elle-même. Les types de partenaires, ce sont des partenaires à la mise en œuvre, comme j'avais déjà mentionné, qui sont des personnes légales, disons, des institutions notamment indépendantes, recevant un soutien financier du bénéficiaire et mettant en œuvre le programme doctoral ou postdoctoral CoFund, ou des partenaires associés qui sont des entités qui participent à l'action, par exemple en assurant une formation ou des stages. Mais ils n'ont pas le droit de facturer des frais ou de réclamer des contributions. L'action CoFund, comme budget en ligne générale, donc pour un projet, le budget maximum peut être de 10 millions d'euros par bénéficiaire par appel. Cela n'a pas changé comparé à Horizon 2020. La durée peut être comme avant, maximum de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, et la durée de la bourse de fellowship peut être de minimum 3 mois. Le recrutement devrait se passer notamment par Euraxis. Donc, les bénéficiaires devraient publier les appels pour les chercheurs par l'intermédiaire d'Euraxis, qui est un site développé et entretenu par la Commission européenne. Mais aussi, ils peuvent opter, c'est bien sûr recommandé, d'avoir leur propre réseau de dissémination des appels d'offres. L'éligibilité des chercheurs. Pour la formation doctorale, les chercheurs sans doctorat à la date limite de l'appel du programme cofinancé sont éligibles. L'inscription obligatoire dans un programme doctoral doit être mentionnée dans la proposition de financement. Pour les bourses postdoctorales, les chercheurs sont titulaires d'un doctorat à la date limite de l'appel du programme cofinancé. Il n'y a pas de restriction concernant la nationalité. La règle de mobilité, c'est que les chercheurs ne doivent pas avoir résidé ou exercé leur activité principale dans le pays du bénéficiaire recruteur ou du partenaire à la mise en œuvre pendant plus de 12 mois au cours des 36 mois précédant immédiatement la date limite de l'appel du programme cofinancé. Les différences principales comparées à Horizon 2020. Pour l'éligibilité des chercheurs, l'expérience en recherche équivalente à temps plein ne s'applique plus. Il y avait avant les 4 ans maximum qui pourraient être pris en compte pour ceux qui appliquaient. Cette règle n'est plus valable. La contribution de l'Union européenne couvre la rémunération minimale requise et peut être utilisée de manière plus flexible. Il sera aussi possible de demander une allocation de congé de longue durée ou une allocation pour besoins spéciaux. Les stages doivent être maximum un tiers de la durée de la bourse. Et on introduit aussi un label d'excellence Marie Sklodowska-Curie CoFund pour les candidatures obtenant un score de plus ou égal à 85%.
ici, les critères d'attribution n'ont pas changé. Je les ai laissés en anglais parce que de toutes les façons, la proposition normalement est écrite en anglais. Donc, les critères d'excellence, c'est 50%, impact 30%, qualité et efficience de la mise en œuvre 20%. Je vais passer à la structure du budget et à la mise en œuvre du projet. Donc, on parle ici de cotisation unitaire, unit cost, comme on appelle en anglais. Les nouveautés par rapport à Horizon 2020 sont des nouvelles catégories de coûts. Pour la formation doctorale, on parle ici de 2 800 €. Ici, c'est la somme qui inclut toutes les contributions et toutes les taxes. Donc, c'est le salaire brut. Ensuite, il y a une allocation de congés de longue durée, le cas échéant, pour plus de 30 jours. Et aussi les allocations pour des besoins spéciaux, toujours multipliées par le nombre de mois. Pour les bourses postdoctorales, la somme passe à 3 980 € et aussi les droits d'allocation de congés de longue durée et aussi de besoins spéciaux sont applicables. Le budget total du programme cofinancé. Alors, les candidats doivent préciser dans leur proposition le coût total de leur programme proposé et en particulier les montants qui seront fournis au profit des chercheurs et de l'organisation ou des organisations qui mettront en œuvre le programme. Les nouveautés par rapport à Horizon 2020 de nouvelles catégories de cours, donc les allocations dont j'avais parlé avant. La contribution de l'Union européenne couvre la rémunération minimale et peut être utilisée de manière plus flexible. Ceci, c'est bien sûr à l'avantage des candidats. Comme nouveauté, c'est l'indemnité de congé de longue durée pour couvrir les frais de personnel engagés par les bénéficiaires en cas de congé des chercheurs, y compris les congés de maternité, de paternité, parentaux, de maladie ou spéciaux de plus de 30 jours consécutifs. Une autre nouveauté, c'est l'allocation pour des besoins spéciaux qui a été déjà introduite avant, mais il y avait un appel à part. Ici, c'est dans le cadre du projet qui se déroule que les candidats peuvent demander ou dès le début ou pendant l'application, la mise en œuvre du projet, les allocations pour des besoins spéciaux pour contribuer aux coûts supplémentaires pour l'acquisition, disons, des articles de services pour besoins spéciaux pour les chercheurs handicapés, par exemple, pour l'assistance par des tiers, pour l'adaptation de l'environnement de travail, pour des frais de déplacement, de transport supplémentaires. Les congés de longue durée et les allocations pour besoins spéciaux doivent être demandés en cas de besoin. Sur la mise en œuvre du projet, chaque bénéficiaire ou partenaire chargé de la mise en œuvre doit recruter chaque chercheur, doctorant ou postdoctorant éligible dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat direct équivalent avec une couverture sociale complète. Lorsqu'un contrat de travail ne peut être fourni en raison de la législation nationale, cas qui est assez rare, je confie, le bénéficiaire peut exceptionnellement recruter le chercheur doctorant ou postdoctoral dans le cadre d'une bourse à montant fixe. Dans ce cas, l'indemnité de séjour sera réduite de moitié et le bénéficiaire devra s'assurer que le chercheur doctorant ou postdoctorant bénéficie d'une couverture sociale minimale. Sur la sélection des chercheurs, celle-ci doit suivre une procédure de sélection ouverte, transparente, fondée sur le mérite, impartiale et équitable, avec des postes vacants annoncés et publiés au niveau international, y compris sur le site Euraxis. La sélection doit être basée sur un examen international par les pairs ou pour les programmes postdoctoraux. Le programme de formation doit offrir une grande variété d'opportunités aux chercheurs de faire l'expérience de stage, y compris intersectoriels,
de bénéficier d'une formation à la recherche ou de compétences transférables, ainsi que d'éléments innovants et interdisciplinaires du programme proposé. Les chercheurs, doctorants, postdoctorants doivent les consacrer à temps complet au projet. Le temps partiel est autorisé pour des raisons personnelles ou familiales après l'accord préalable de la REA. Le travail à temps partiel pour motif professionnel ne peut pas être demandé que, disons seulement, à l'exception pour les postdoctorants co-fund. Les détails pour l'appel 2022 qui a été lancé le 11 octobre. Alors, pour cet appel, le budget alloqué a été de 95 millions d'euros. Et la date limite pour l'application, c'est le 9 février 2023. Voilà, c'est tout de ma part. Je vais sortir maintenant de la... Merci beaucoup, Daniela, pour cette présentation. Alors, il y a quelques questions dans le chat, notamment concernant le budget. Oui. Donc, voilà, la question de budget, peut-on intégrer dans la partie apport toutes les dépenses, notamment un recrutement lié à la gestion du projet? Alors, peut-être que Yann Oliva, qui a posé cette question, est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole et expliquer plus en détail de quelles dépenses il s'agit? Oui. Oui, merci beaucoup. En fait, c'était la question que j'avais posée finalement aux intervenants précédents, mais peut-être que Madame Daniela Radou pourra nous répondre aussi, parce que évidemment la constitution du budget, c'est pas évident à apprécier à l'avance, et on ne se rend pas nécessairement compte des besoins que l'on aura en termes de gestion et d'encadrement du projet. Donc ma question, c'était si, quand on recrute pour les besoins du projet, il était possible de considérer ces dépenses comme apport de l'établissement gestionnaire. Par exemple, si vous recrutez un project manager, c'est ça? Oui, oui. Oui, bon, il y a une catégorie de coûts institutionnels, mais quand on parle du budget, donc quand je parlais de la structure du budget que vous devriez présenter dans les applications, je parlais seulement des budgets alloqués aux chercheurs, c'est-à-dire les budgets pour l'achat des matériaux dans les laboratoires, pour les voyages, pour des conférences, pour la participation aux conférences. Vous ne devriez pas mentionner dans le budget les coûts que vous envisagez ou que vous estimez concernant l'emploi d'un gestionnaire de projet. Merci. Merci beaucoup, Daniela. Est-ce que vous avez la réponse à votre question, Monsieur Oliva? Pas sûr, mais ça demandera un petit éclaircissement. Non, ne vous inquiétez pas, ça va. Merci. Ok, parfait. Alors, dans ce cas-là, j'en profite aussi pour une autre question à Madame Rado. Donc, dans la PC, on nous pose beaucoup de questions sur le reporting, les audits, sur ce qui est contrôlé, qu'est-ce qu'il faut garder comme justificatif. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ces aspects-là? Oui, bien sûr. Notamment, on parlait parce qu'on avait le jour des bénéficiaires pour l'appel de 2021. Donc, les audits sont organisés par la commission, ce n'est pas par l'agence de recherche. Bien sûr, il y a des exceptions là où on observe qu'il y a des problèmes avec quelques projets. On peut solliciter un audit, mais c'est la commission elle-même qui organise des audits. Bon, en anglais, on dit randomly. Donc, il n'y a pas de règles pour les choisir. Donc, il y a les collègues, excusez-moi, il y a des collègues qui organisent ces audits. Donc, concernant les documents que vous devriez quand même envisager de garder, ce sont
les documents qui expliquent ou qui font la preuve de l'éligibilité des chercheurs. Et ici, vous pouvez inclure des billets de voyage, des contrats je pense maintenant, des contrats de bail pour le logement, des photocopies de leurs documents d'identité. Bien sûr, vous devriez prendre en compte la protection des données privées. Donc, ces documents-là concernant l'éligibilité. Ensuite, les contrats de travail des chercheurs, tout ce que vous avez dans les institutions comme des règles, disons des timesheets, les journaux de laboratoire, tout ce que vous avez comme preuve normalement concernant tous les chercheurs qui sont embauchés chez vous dans les institutions. Donc, on ne demande pas notamment quelque chose en particulier, mais on veut être sûr que tout a été organisé et que tout est mis à l'application, disons. Les projets se déroulent conformément aux règles de l'accord de financement, mais aussi en conformité avec votre législation nationale. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui vient d'arriver dans le chat. Peut-on inclure un avenant enseignement pour les doctorants? C'est-à-dire, d'après ce que je comprends, est-ce que les doctorants, ils peuvent faire un peu d'enseignement pendant qu'ils sont recrutés sur le programme? Oui, la réponse est oui, ils peuvent. Bon, il y a une condition ici, et ça, c'est bien sûr l'appréciation du superviseur, en tant que cette activité n'empêche pas le chercheur de continuer l'activité de recherche et la mise en application, la mise en œuvre de son projet de recherche. Parfait, merci beaucoup Daniela. Alors, Avec j'ai l'impression plaisir. qu'il n'y a plus de questions, donc il y a eu quelques questions auxquelles ma collègue a répondu dans le chat. On va donc passer à la prochaine présentation et donc normalement nos intervenants sont avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez Oui. d'autres questions qui arrivent plus tard, vous pourrez les poser. Il y a un créneau spécialement dédié aux discussions à la fin de la session. Donc, je vais maintenant, donc ça va être la présentation du PCN. On va vous présenter quelques statistiques ainsi que le processus de candidature. Donc, je vais à mon tour partager mon écran. Donc, voilà, il s'agit de vous montrer quelques statistiques à la fois du dernier appel à COFON 2021 et aussi de participation sous Horizon 2020. Donc, les top 15 pays bénéficiaires sont affichés sur cette slide et vous voyez que la France est donc deuxième après l'Espagne, deuxième bénéficiaire du programme COFON. Ici, vous avez quelques statistiques globales, c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble de pays européens concernant donc l'évolution du nombre de candidatures, le taux de succès qui a beaucoup changé tout le long du programme cadre précédent et donc le nombre de propositions financées dans le cadre de chaque appel. Ici, donc, vous voyez la répartition par type de bénéficiaires. Donc, ce sont essentiellement des académiques, des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche. Mais il y a aussi donc, 17% de bénéficiaires non académiques qui peuvent inclure notamment des agences de financement et donc 3% d'organisations internationales. Alors là, vous voyez quelques éléments de la participation française de 2014 jusqu'à 2021, donc qui inclut les résultats de l'appel précédent. Donc ça a aussi, il y a eu beaucoup de variations d'une année à une autre. Il y a eu des années où
les résultats n'étaient pas très bons. Et puis, il y a eu d'autres années où ils étaient plutôt très, très positifs. Alors ici, vous voyez les top 15 bénéficiaires français. Donc, ça comprend les statistiques de Horizon 2020 et donc le dernier appel 2021. Donc, les bénéficiaires français. Et donc, le premier, c'est la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, qui a été témoin, qui a fait le témoignage à l'Infodé que nous avons organisé l'année dernière, l'Institut Curie, donc il y a des universités. Et il y a aussi quelques régions, donc la région Bretagne, la région Normandie et la région Île-de-France. Et donc notre deuxième lauréat qui va faire un témoignage aujourd'hui, ça va être la région Normandie. Et donc je trouve ça très intéressant aussi de voir une expérience de ce type de bénéficiaire. Alors ici, maintenant, quelques chiffres sur les résultats du dernier appel, donc 2021. Au total, 26 propositions ont été retenues pour le financement. Sur donc voilà, sur donc 91 propositions qui peuvent être considérées pour le financement, donc au total qui ont été classées mais qui ne sont en dessous de la limite du seuil de financement disponible. Et donc, ceux qui n'ont pas passé les seuils, c'est 24 propositions. Et sur les 26 propositions financées, il y a eu donc la répartition entre les deux panels, 13 propositions en programme doctoraux et 13 en programme postdoctoraux, avec un budget total de l'appel de 89 millions d'euros. Ici, vous voyez des éléments sur les taux de succès par panel, donc un peu plus élevé pour les programmes doctoraux à cet appel et un peu plus bas pour les programmes postdoctoraux. Et donc 22,6% au total. Alors ici, vous voyez des éléments sur la participation par pays et donc des taux de succès. Donc la France n'a gagné que 2 propositions au dernier appel qui sont tous les 2 des programmes doctoraux. Et donc le premier bénéficiaire a été l'Espagne avec 7 propositions financées, suivi donc de la Finlande et de l'Irlande. Et enfin, donc ici, vous voyez les 2 lauréats français du dernier appel, qui sont Sorbonne Université et l'Université Grenoble-Alpes. Alors avec ça, je laisse la place maintenant à ma collègue Chloé Richard, qui va vous présenter le dossier de candidature. Merci Eugénia. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Merci. Donc, je vais vous présenter rapidement le processus de candidature pour donc déposer une proposition de projet MSI EcoFund 2022. Alors, le dossier de candidature, il se compose de 3 parties. Donc, la partie A, qui comprend les formulaires administratifs à remplir en ligne, les parties B1 et B2 qui constituent, quant à elles, le dossier technique. Donc, la partie B1, elle est limitée à 34 pages et elle comprend donc une page de garde, la table des matières, la description générale du programme et des informations concernant le bénéficiaire, donc une sorte de résumé en 2 pages. Et ensuite, on va retrouver les 3 sections du projet qui correspondent aux 3 critères d'évaluation qui ont été présentés par Daniela, donc excellence, impact et mise en œuvre. Et la partie B2, donc elle n'est pas limitée en nombre de pages et elle se compose de 3 sections. Donc une section dédiée aux questions éthiques, la liste des organisations partenaires et leur description. Donc, il peut y avoir les partenaires associés et les partenaires exécutants. Et enfin, une dernière section qui comprend les lettres d'engagement qui vont être obligatoires pour les partenaires associés et pour les partenaires exécutants. Et vous avez un modèle qui est disponible pour ces lettres d'engagement.
Alors, comment enregistrer et soumettre une proposition? Donc, pour créer votre proposition de projet, vous devez d'abord vous rendre sur le portail Funding and Tenders de la Commission européenne et vous devez vous connecter via votre compte EU Login en cliquant donc sur Login. Et si vous ne disposez pas d'un compte, vous pouvez en créer un en cliquant sur Register, donc en haut à droite. Une fois que vous avez votre compte et que vous êtes connecté, il vous faudra aller sur la page de l'appel à projet et créer votre proposition de projet en choisissant le type de programme qui vous correspond. Donc, vous allez avoir le choix entre programme doctoral ou postdoctoral dans la section donc Start Submission. Une fois que vous aurez donc cliqué sur Start Submission, vous devrez entrer le Participant Identification Code, donc le PIC de votre organisation. Si vous ne le connaissez pas, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Search pour le rechercher dans le registre de la Commission européenne. Et si votre organisation n'a pas encore de PIC, vous pouvez également en créer un. Il faudra ensuite indiquer votre rôle dans le projet. Donc, vous, en tant que personne, est-ce que vous êtes le main contact ou une contact personne de l'organisme? Entrez l'acronyme et le résumé de votre projet. Et vous pourrez modifier ces informations ultérieurement. Une fois cette étape passée, vous aurez la possibilité d'ajouter des contacts pour votre organisation, donc qui sera le bénéficiaire unique de l'action. Et c'est également à cette étape que vous pourrez ajouter les organisations partenaires qui vont être impliquées dans votre projet comme partenaires associés. Donc les partenaires exécutants, donc les implementing partners, eux, ils n'ont pas besoin d'être encodés sur le portail. Vous allez encoder uniquement le bénéficiaire unique du projet et les partenaires associés. Et si votre consortium n'est pas encore finalisé au moment où vous créez votre proposition de projet et que vous ne connaissez donc pas encore tous vos partenaires associés, il n'y a pas de problème. Vous pourrez revenir à cette étape à tout moment dans le cadre de la préparation de votre proposition de projet. À la dernière étape, vous trouverez les formulaires de la proposition de projet. Donc la partie A, elle est à compléter en ligne en cliquant sur le bouton bleu, donc Edit Forms. Et les templates pour les parties B1 et B2 sont téléchargeables en format Word dans l'onglet en bas à gauche, donc Download Part B Templates. Et donc, une fois que votre partie A est complétée en ligne et que vos parties B1 et B2 sont finalisées et déposées sur le portail en version PDF, donc en deux documents distincts, vous pourrez vérifier que tout est bon pour votre proposition de projet en cliquant sur Validate. Et si tout est bon, si vous n'avez pas de warning qui s'affiche, vous pouvez soumettre votre proposition de projet en cliquant sur Submit. Et sachez que même une fois que votre proposition de projet a été soumise, vous pouvez à tout moment effectuer des modifications et resoumettre votre proposition jusqu'à la deadline pour la soumission des propositions de projet CoFund 2022. Alors juste très rapidement et pour rappel, vous trouverez sur la page de l'appel à projet sur le portail de la Commission européenne tous les documents de référence liés à l'appel dans la section Topic Conditions and Documents et notamment le guide du candidat CoFund 2022 et le programme de travail MSCI 2021-2022 qui sont deux documents complémentaires. Donc, si vous ne trouvez pas une information dans un des documents, allez voir dans l'autre parce que normalement, il couvre toutes les instructions pour soumettre votre projet. Et pour information, côté PCN Action Marie Sklodowska-Curie, vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sur la page de l'événement, sur le site horizoneurope.gouv.fr. Et nous organisons donc un webinaire conseil d'écriture CoFund sur la base de l'analyse des rapports d'évaluation dans le cadre de l'appel CoFund 2021, le 1er décembre 2022. Donc, vous pouvez déjà noter la date. Et comme pour toutes les autres actions Marie Curie, on publiera une vidéo tutoriel sur la façon de remplir la partie A d'une proposition de projet CoFund 2022. Voilà, et puis évidemment, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran et puis à consulter les articles qu'on publie régulièrement sur le mini-site sur le portail Horizon Europe et sur notre page LinkedIn.
Voilà, je vais rendre la parole à Eugénia pour la suite des Merci. présentations. Merci beaucoup, Chloé, pour cette intervention. Donc, effectivement, si vous souhaitez candidater cette année, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à notre webinaire Conseil d'écriture en décembre. Les inscriptions vont bientôt être ouvertes. Il y a eu quelques questions dans le chat. Donc, notamment, enfin, je vais commencer par la première. Le cofinancement peut-il être acquis lors du dépôt du projet et où faut-il fournir une lettre d'engagement de la disponibilité de ce cofinancement? Donc, lors de la candidature, tous les partenaires associés doivent fournir des lettres d'engagement et s'ils apportent le cofinancement, ils doivent dans ce cas-là préciser très clairement le montant et la nature de ce cofinancement dans ces lettres. Ensuite, est-ce qu'il doit être acquis? Enfin, je pense que c'est mieux s'il est acquis. Peut-être que Daniela, vous pouvez préciser un petit peu plus. Est-ce que si la demande de financement, de cofinancement a seulement été effectuée, par exemple auprès d'un cofinanceur, est-ce que ça peut quand même être pris en compte? Est-ce que ce cofinanceur, c'est associé au programme ou c'est quelqu'un qui normalement cofinance des activités, disons, de l'organisme, de l'institution? Parce Oui. que Yolande, est-ce que vous voulez bien prendre la parole pour expliquer un petit peu plus votre question? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. il s'agit potentiellement d'un cofinancement soit de l'entreprise qui va déposer le projet ou l'école, soit d'un cofinancement via un autre biais qui serait potentiellement un cluster ou un autre organisme financeur. Donc, dans ces différentes situations, est-il Oui. nécessaire de fournir une lettre? Oui, bien sûr. D'accord. Et il faudra bien préciser les contributions des possibles partenaires pour votre programme notamment. Donc, pas en général, c'est pour ça que j'avais demandé, pas en général dans le cas où vous avez souvent des collaborations, mais notamment pour le programme. D'accord. Et dans quelle section justement de la proposition faut-il mentionner ces lettres? Ce sont les lettres que vous allez attacher. Je pense que c'est partie B2, si je ne Oui. me trompe pas. Avec les lettres Partie d'engagement B2. des partenaires, on ajoute en plus les lettres de Oui. cofinancement d'autres financeurs. Oui, ce sont des lettres d'engagement, en effet, pour Ok, la participation à ce programme. Oui. d'accord. Même si l'organisme financeur n'est pas partie prenante lui-même au projet. Non. Mais vous devriez quand même mentionner dans votre projet que vous avez du soutien financier de la part de cet organisme et aussi inclure une lettre d'engagement. D'accord. Et le cofinanceur peut-il être une entreprise privée? Oui, notamment c'est encouragé parce que ça démontre aussi l'intersectoralité du programme. D'accord. Donc ça peut être bien perçu lors de l'évaluation. Oui, oui, bien sûr, Ok, très bien. Merci beaucoup. avec plaisir. Juste pour compléter, et je parle sous le contrôle de Daniela, et il me semble que cette année, dans la proposition de projet, il faut des lettres d'engagement pour les partenaires associés, mais aussi pour les partenaires exécutants, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Oui, exactement. Ok. Et donc, il est possible d'indiquer dans ces confirme. lettres le cofinancement qui serait apporté par ces partenaires exécutants ou par les partenaires associés. Oui, toujours, toujours. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Daniela et merci beaucoup Chloé pour cette remarque parce qu'effectivement, il y avait aussi une question de Vincent qui demandait si les lettres d'engagement doivent être fournies uniquement pour les cofinanceurs ou aussi pour les implementing partners, également pour les hauts potentiels de secondment. Et donc, alors moi je vais pas, désolée, je n'avais pas vu que c'est les partenaires implementing doivent aussi fournir la lettre d'engagement cette année. C'est bien que vous avez remarqué ça. Et donc, voilà, je corrige donc ma réponse donnée préalablement au Vincent que ce ne sont pas que des partenaires associés, mais aussi
des partenaires implementing qui doivent fournir des lettres d'engagement. Et s'il y a le cofinancement, dans ce cas-là, il faut qu'il soit précisé très clairement dans ces lettres. Ah, et donc, Vincent a reformulé sa question, posée différemment. Est-ce que tous les cofinanceurs doivent être listés comme implementing partners ou associated partners? Alors, pas nécessairement, à ma connaissance. Ça a peut-être changé, donc je parle aussi sous contrôle de Daniela. L'année dernière, on avait posé cette question à la REA qui nous a dit que si le cofinanceur ne fait que apporter le cofinancement, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire qu'il soit partenaire du projet. Oui, exactement. C'est toujours le cas. Merci. Alors, une autre question sur le cofinancement. Si le cofinancement est prévu sur les fonds FEDER, comment fournir une lettre d'engagement? Vous précisez que c'est sur les... c'est-à-dire le partenaire du consortium, enfin du projet, qui apporte ce cofinancement sur les fonds FEDER. Dans ce cas-là, vous précisez dans la lettre d'engagement que le cofinancement va se faire sur les fonds FEDER. Ensuite, oui, alors il y a eu une remarque juste de Rafaela et de Sylvie, donc nos premiers intervenants, qui disaient attention pour votre co-fund, donc pour, je comprends pour les co-funds, qui vont être soumis cette année, vous n'aurez pas d'annexe au contrat de vos fellows fournis par la Commission européenne, donc il faudra joindre votre grant agreement et le diffuser auprès de chaque fellow. Merci de nous alerter sur ce point. Et enfin, donc, il y a eu Coralie Fontaine qui a demandé si le CNRS et l'INSERM ont déjà été bénéficiaires de ce type de programme. Et justement, j'étais en train de regarder sur Dashboard pour voir s'ils ont déjà été bénéficiaires. Je n'ai pas ça dans la Eugénia, je tête. peux déjà te donner côté... Bonjour tout le monde, Bonjour. c'est Morgane Bureau, aussi PCN Marie Curie. Je peux déjà Eugénia, te dire côté INSERM qu'on n'en a jamais eu. On en avait déposé un au niveau national en binôme avec le CNRS, c'était le CNRS qui était porteur. Alors à l'époque, on n'était pas implementing partner, on était juste partenaire, enfin organisation partenaire, parce que ça se disait comme ça sous H2020, mais il n'a pas été financé. Donc côté CNRS, je ne sais pas, je sais qu'ils en ont déposé avec nous qui n'est pas passé, mais sinon on n'en a jamais eu. Merci beaucoup Morgane pour cette remarque. Donc, ça me facilite la tâche. Et le CNRS, en revanche aussi, il a déjà été bénéficiaire. Et normalement, il a dû être affiché dans la liste que j'ai montrée tout à l'heure. Oui. Le CNRS. Oui, je confirme qu'il y en a eu plusieurs. Voilà, il est là. Il est même donc 5e bénéficiaire français. En revanche, on participe beaucoup au programme cofinancé. On a beaucoup de bourses cofinancées dans les différents programmes. Voilà. Merci. Alors, une autre question, je pense plus pour Daniela, qui vient d'arriver. La lettre d'engagement doit-elle être rédigée et signée par le cofinanceur lui-même ou peut-elle être rédigée et signée par le coordinateur? C'est par le cofinanceur. En fait, la lettre d'engagement, elle est signée par le représentant légal de l'entité qui s'engage par la lettre. Donc, le Oui, coordinateur ne bien peut pas sûr. s'engager pour un autre partenaire. Il faut que ce soit à chaque fois le partenaire concerné qui la signe. Merci. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Et on va donc passer à la prochaine présentation. Et donc, c'est le dernier intervenant de cette matinée, qui est donc Adrien Dureuil, qui est coordinateur du co-fund Winning Normandy, porté donc par la région Normandie. Bonjour Eugénia, merci. Bonjour. Alors, je vais partager de la même façon mon écran. Vous voyez bien l'écran?
Alors oui, mais on va juste à votre prochaine slide. Je pense que vous devez aller dans paramètres d'affichage et ensuite basculer en mode présentateur. Parce qu'on voit la slide que vous présentez et puis à côté la suivante. Voilà, comme ça, c'est très bien. Super. Merci tout d'abord donc au PCN de nous avoir invités à témoigner sur ce projet CoFound Winning Normandie. Donc je suis Adrien Dureuil, moi je suis chargé de projet à la région Normandie au sein du service enseignement sup recherche. Donc en plus de mes missions habituelles, je suis également le chef de projet de ce CoFound dont la région est bénéficiaire. Alors c'est vrai que cette présentation sera peut-être plus axée sur pourquoi une collectivité porte et un peu à la fin, je reviendrai sur peut-être avantages, inconvénients d'un tel portage. Je vous présenterai quand même évidemment les grands axes de notre projet. Mais par rapport à ce qui était dit au début par les collègues d'Utopia, même si vous verrez, c'est un peu différent en termes d'envergure. Chez nous, on est resté un peu plus modeste et je vous expliquerai pourquoi. Mais je corrobore totalement tous les propos qui ont été dits au début de ce webinaire. Donc, je reviendrai rapidement sur quelques éléments de contexte de ce portage par une collectivité régionale française. Rapidement aussi quelques éléments sur la phase de montage. Je vous présenterai aussi évidemment le projet Winning Normandie et sa mise en œuvre. Et enfin, quelques éléments de retour d'expérience, même si nous, ça fait une petite année qu'on met en œuvre ce projet, donc le recul est encore assez léger, mais voilà, quelques éléments d'avantages, inconvénients. Et puis, bon, j'ai vu que la collègue de Bretagne était là, donc si jamais elle voudra compléter à la fin, je pense que ça sera aussi intéressant. Donc, quelques éléments de contexte rapidement. Pourquoi un portage par une collectivité régionale et pas par un établissement d'enseignement sup et de recherche comme ça l'est généralement? En Normandie, on a évidemment quelques forces de recherche qui sont bien identifiées. Malheureusement, le territoire est généralement en bas de classement en ce qui concerne les dépôts aux appels à projets nationaux et européens. Et voilà, ça faisait quelques années que le programme CoFound avait été identifié comme un programme qui pouvait être intéressant en termes d'enjeux de fédération des acteurs, que ce soit de l'académique ou non académique, mais il n'y avait pas eu jusqu'à présent de lead qui avait été pris. Donc, c'est en accord évidemment avec l'ensemble de nos partenaires du territoire que la région a proposé de prendre le lead pour répondre au dernier appel à projet EcoFound sur H2020. Donc, c'est vraiment pour répondre à un besoin local, régional, de développer de nouvelles stratégies et de se saisir d'outils qui existent et dont on se saisit assez peu aujourd'hui, pour renforcer les collaborations au niveau européen et international et pour renforcer l'attractivité internationale des unités de recherche normandes et des établissements du territoire. Et donc sur cette base, rapidement un consensus a été trouvé avec l'ensemble des partenaires. Alors la majorité sont des partenaires académiques, les universités, la commune Normandie et les écoles d'ingénieurs, mais également bien entendu par nos partenaires extra-académiques ou privés. Donc l'enjeu là, c'était vraiment de mobiliser les forces normandes pour monter et s'inscrire dans ce projet Winning Normandie. Et évidemment, avant nous, on avait eu l'exemple de Bretagne et d'Île-de-France qui nous a beaucoup servi. Sur la phase de montage, alors je serai assez rapide puisque en gros, il fallait soumettre pour fin septembre 2020. Le consensus a été trouvé en mois de mars-avril 2020. Au niveau de la région, on n'a pas les compétences ni les ressources suffisantes pour s'atteler à un tel travail. Et donc, on a fait le choix de faire appel à un cabinet spécialisé pour nous aider à monter la proposition. Donc, ça a été fait de manière assez accélérée en pleine période estivale entre juillet et septembre 2020. Alors là, évidemment, on a bénéficié aussi des conseils d'Île-de-France qui avaient fait un peu la même chose que ce qu'on a pu faire après. Nous, on a monté une équipe projet, en fait, évidemment avec la région, Normandie Université, donc notre commune, et la délégation CNRS normande. Donc une équipe projet resserrée, et on a eu, je pense, la grande chance d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé du cabinet, ce qui nous a permis de co-construire et de co-écrire en fait cette proposition,
même si c'était externalisé, ce qui fait qu'à la fin, on maîtrise quasiment totalement le contenu de cette proposition. Et ce qui nous permet de pouvoir mener à peu près sereinement la mise en œuvre de ce co-fund. Donc évidemment, alors c'est une évidence, mais la qualité du cabinet, si jamais vous passez par là ou de choisir d'externaliser, c'est vraiment essentiel. Et nous, c'est vrai que l'expérience d'Île-de-France nous a beaucoup aidé. Sinon, peut-être qu'on n'aurait pas trouvé ce type d'accompagnement de qualité qu'on a eu. Et évidemment, la région n'étant pas naturellement un bénéficiaire de ce type de programme, l'accompagnement de notre commune et la délégation normande du CNRS a aussi été un grand atout pour mener à bien cette candidature. Alors sur le projet Winning Normandie, donc c'est un co-fund post-doctorant. Donc contrairement à Utopia, nous, comme je vous le disais, c'est vraiment pour faire effet levier qu'on a choisi de déposer sur ce co-fund-là et pour tenter un peu une première aventure. Donc on est resté sur une dimension et une envergure assez modeste. On est sur un budget d'un peu moins de 7 millions d'euros. La région est le seul cofinanceur aux côtés de l'Agence exécutive de la recherche. On est sur un projet de 5 ans et un consortium aujourd'hui qui est d'une quarantaine de partenaires avec un peu plus de la moitié de partenaires extra-académiques. Alors, donc ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on est vraiment sur une dimension régionale, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le choix d'aller trouver des partenaires nationaux à part les grands organismes de recherche qui sont dans notre consortium, et on n'est pas allé voir d'autres universités hors Normandie ou même ailleurs en Europe. Puisque l'enjeu, c'était déjà de structurer le territoire et nos partenaires et nos acteurs. Donc, de commencer sur peut-être une taille un peu plus petite pour, dans quelques années, éventuellement, retenter la chance peut-être sur un portage plus individuel au niveau d'une université ou d'une école d'ingénieurs sur le retour d'expérience de ce premier co-fund. Donc, nous, l'objectif, c'est de recruter 40 postdocs avec des contrats de 24 mois. Donc, on est sur 2 vagues d'appels à candidature. On a clôturé, nous, la première vague l'année dernière. On est en train d'accueillir les derniers postdocs cette année. Donc, ils sont arrivés entre le mois de mai et le mois d'octobre 2022. Et la deuxième vague a été clôturée la semaine dernière. Et là, on est en pleine phase de contrôle des dossiers d'éligibilité. Et encore une fois, tout ce qui a été dit par les collègues de Sergi sur le cadrage des documents, le soutien aux candidats, les FAQ, etc., c'est primordial. Entre l'année dernière et cette année, entre les 2 calls, on a vu un peu l'amélioration parce qu'on a pu aussi améliorer toutes les informations et les supports qu'on a mis en place sur le deuxième call. Et on a des dossiers aujourd'hui qui ont l'air beaucoup plus cadrés, en tout cas sur la forme. Et on a beaucoup moins de questions que ce qu'on a pu avoir l'année dernière. Et rapidement, pourquoi les postdocs? Donc ça, c'est évidemment un choix régional partagé par les partenaires. C'est qu'on a déjà, nous, au niveau de la région, une politique de soutien aux doctorants avec une centaine de doctorants financés tous les ans, pour moitié à 50% et pour l'autre moitié à 100%. Et clairement, le besoin d'avoir des chercheurs expérimentés sur le territoire a été rapidement remonté. Donc, c'est assez naturellement qu'on est allé sur la partie post-doctorant du co-fund. Le consortium, donc je vous le disais, on est sur une quarantaine de partenaires. Très rapidement, évidemment, quasiment la totalité de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Quelques grands organismes qui sont implantés en Normandie. On a un certain nombre d'extra-académiques, entreprises ou PME qui sont impliqués dans les second months éventuellement et potentiellement aussi dans les formations, et quelques structures plus de format associatif ou qui ne sont pas, on va dire, des entreprises au sens on va dire un peu générique, et qui sont là aussi pour nous accompagner dans les formations. Et j'y reviendrai un peu plus tard sur la difficulté pour une région, du moins chez nous en Normandie, comme bénéficiaire, de mettre en place des formations pour les chercheurs, mais ce sont des formations pour développer des compétences transverses qui ne sont pas, nous, au niveau de la collectivité, une habitude. Voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure. Et juste on parlait des cofinancements. Alors, donc, la quasi-totalité du cofinancement est régional. On a un bout de cofinancement de la délégation du CNRS sur les actions de formation qui vient compléter l'enveloppe
dédiés à la mise en œuvre de ces formations pour les postdocs. Ensuite, sur le fond des dossiers, le fond scientifique, et là, on copie les Bretons beaucoup au niveau de la Normandie. Donc, on s'est inspiré évidemment de nos axes de spécialisation intelligente. C'était assez facile pour la collectivité, puisque, alors pour ceux qui ne le savent pas, l'AS3, comme on dit, c'est un document en fait imposé par la Commission européenne au niveau des fonds structurels qui oriente en fait les politiques de soutien cofinancées par le FEDER notamment. Donc nous, on a eu un diagnostic qui a été réalisé en 2020. On avait donc quelque chose de très récent sur les atouts, les faiblesses, les forces de la région et des acteurs de l'innovation et de la recherche. Donc ça a été assez facile de proposer ces axes de recherche comme axe de soutien par le COFUND. D'autant plus facile que, évidemment, cette S3 avait été travaillée avec l'ensemble des pôles et filières et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc là, le consensus a été assez rapidement trouvé. Évidemment, on est sur une stratégie de spécialisation, donc même si vous pouvez voir que les axes sont globalement assez larges, toutes les disciplines ne peuvent être représentées. Et le fait que ce soit la région, je pense, qui propose cela en accord, notamment avec sa compétence de développement économique, il n'y a pas vraiment eu de remise en question et c'est assez légitimement qu'on a pu partir sur cette base. Ensuite, rapidement sur la sélection, ça c'est des critères assez classiques. Nous, on est en 2 phases, une phase d'évaluation sur dossier, une phase d'interview. Alors c'est vrai que les collègues d'Etopia ont rappelé la difficulté, et ça je sais qu'on avait échangé aussi avec la collègue de Bretagne sur l'identification d'experts pour surtout la première phase chez nous. Alors en Normandie, on a la chance d'avoir un partenariat avec l'Agence nationale de la recherche depuis quelques années maintenant, ce qui fait que pour la première phase sur dossier, on va dire que l'identification et la sélection des experts, on l'a délégué à l'ANR, ce qui nous garantit en plus un gage de sécurité, un process qui est sûr. Et évidemment, c'est aussi une masse assez importante de travail qui nous est enlevée quand on sait le nombre de chercheurs qu'il faut solliciter avant de pouvoir en obtenir 3 pour évaluer un dossier. Sur la deuxième phase, alors l'ANR nous aide à identifier des auditeurs, des experts, mais pour le coup, ça c'est nous au niveau de la région qui gérons le contact, mais c'est quand même plus facile puisqu'on est sur un volume qui est quand même beaucoup moins important de chercheurs à identifier. Pour terminer, sur le portage par une collectivité, alors c'est quelques éléments alors, qui sont à la fois issus du recul, donc qui est encore assez limité que nous avons, qui est également un retour qu'on a eu des différents acteurs dans le cadre d'un sondage qu'on a pu réaliser sur CoFund et sur d'autres sujets liés à l'Europe. Donc, avantages, inconvénients, pour être très schématique, là, je vous l'ai dit, on a eu un consensus très rapidement trouvé avec l'ensemble des parties prenantes, parce que la région partait sur sa compétence de développement économique, qu'elle avait un schéma régional déjà approuvé et que les axes de recherche qui étaient proposés avaient déjà été pré-travaillés. Donc, il n'y a pas eu de questions particulières ou de remise en cause. Ce portage unique au niveau du territoire est assez lisible pour l'ensemble des partenaires et en tant à la fois sur le développement économique, donc on a beaucoup de contacts également avec les structures de l'innovation et les pôles et filières, ce qui permet de décloisonner plus facilement les différentes entités. J'en ai parlé, le partenariat avec l'ANR qui est typiquement normand donc pour le coup et qui nous a facilité sur les 2 appels beaucoup la vie. Également, même si ce n'est pas tout à fait le même type de gestion, les régions, en tant qu'autorité de gestion des fonds structurels, ont déjà une maîtrise de la gestion des dossiers, alors surtout en tant que financeur, moi en tant que bénéficiaire. Néanmoins, on va dire que la machine existe, les outils sont là, il a suffi pour nous de les adapter et on a pu partir assez rapidement en fait et lancer assez rapidement le premier appel.
Néanmoins, c'est vrai qu'avec le recul, le premier call qui est passé, on se rend compte, là, on a les premiers recrutements les recrutements qui sont faits. Évidemment, on a une expertise qui est moindre que celle d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Dans la formation qui est proposée aux postdoctorants, clairement, si on n'avait pas, nous, cette équipe projet avec Normandie Université, le CNRS et les autres partenaires qui nous aident, mettre en place des formations pour des chercheurs, des formations, développer les compétences transversales, ce serait assez compliqué par nous-mêmes, puisqu'on est très loin de nos champs de compétences habituels. Et également, une expertise moindre dans la gestion, tout bêtement, en fait, d'un chercheur, du dossier d'un chercheur. Et là, c'est vrai que depuis la rentrée de septembre, moi, je me rends compte que c'est pas toujours facile pour le lauréat. Ils nous contactent sur des sujets, par exemple RH, de salaire ou de télétravail. Et sachant que nous, on s'est arrêté jusqu'à l'approbation en fait, des subventions aux établissements. Après, on a transféré toute la partie recrutement, évidemment, aux établissements. Là, ce n'est pas toujours facile pour les lauréats de s'y retrouver entre leur établissement qui les recrute, nous, la région, qui gérons un peu l'ensemble sans forcément rentrer dans le détail. Et on a eu quelques difficultés, notamment en termes de salaire ou télétravail, pour expliquer aux lauréats les différences entre les différents établissements, les contrats de travail qui ne sont pas toujours pareils. Et donc, il y a un peu moins d'agilité dans la réponse aux aléas de mise en œuvre. Et alors, ça, c'est juste mon point de vue au niveau Normandie. Alors, je n'ai pas parlé du nombre de dépôts. On est sur des dépôts nous, on a été assez peu, on a eu assez peu de dépôts. On a eu 2 fois 70 dossiers déposés, ce qui nous a permis pour la première vague d'avoir quand même des bons candidats recrutés. Alors, malgré le fait qu'on ait publié sur différents supports et dans les réseaux, alors est-ce que une collectivité française en plus, est-ce qu'elle a moins de visibilité au niveau international pour des candidats qu'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui, dès qu'il est université ou école d'ingénieur, ça parle beaucoup plus pour un lauréat étranger, pour un candidat étranger. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc voilà, c'était quelques points. J'ai été assez rapide. Si vous avez d'autres questions, alors soit sur le projet en soi ou sur le portage par une collectivité, bien entendu, je reste disponible. Et encore, merci à tous. Merci beaucoup, Adrien, pour ce retour d'expérience qui illustre effectivement l'intérêt et l'opportunité pour une région de participer à ce type de programme, mais aussi des difficultés qui peuvent être rencontrées. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez beaucoup de partenaires non académiques. Donc, CoFound, c'est aussi un programme qui peut être intéressant pour les entreprises de participer aussi bien en tant que partenaire qu'en tant que bénéficiaire aussi d'ailleurs. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y a juste une remarque de Sylvie Raffaella au sujet de l'ANR, donc du fait que vous utilisez l'ANR pour les expertises. Et oui, non, je vais quand même la lire parce qu'il y a une question qui a été formulée à la fin. Winning utilise l'ANR comme proxy pour les expertises et donc ne paye pas les experts nationaux, mais paye les experts internationaux comme le fait l'ANR. Ou vous occupez-vous de payer la totalité des experts via la région? Alors, je ne sais pas si la question est claire ou peut-être que Sylvie... Je pense que j'ai compris. Enfin, après, les collègues pourront reposer si je n'ai pas compris. Mais là, alors en effet, donc, on délègue entre guillemets l'identification, la sélection des experts et la phase de sélection à l'ANR. Par contre, toute la partie paiement, c'est la région qui gère, donc via des contrats de vacation. Et donc, on paye l'ensemble des experts qui sont identifiés par l'ANR. Voilà, je ne sais pas si c'était tout à fait la question. C'est tout à fait la question, merci. 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 Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nos divers intervenants, hein, que ce soit les lauréats ou à Daniela Radu. Et donc, moi, j'ai une question à Adrien et Sylvie et Raffaella sur, on nous demande dans les projets de démontrer un impact structurant des pratiques que vous mettez en place.
des pratiques, notamment en termes de ressources humaines. Quelles sont donc les pratiques que vous avez mis en place dans vos programmes et qui vont ensuite rester au niveau de vos établissements, de votre région, enfin de votre alliance? Pardon, je peux commencer parce qu'effectivement, nous, c'est assez évident. Comme je disais, c'est très structurant pour l'Alliance. Donc, pour l'instant, effectivement, on a embarqué les 6 partenaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur le projet Train, dans lequel on a notamment, depuis 2050, on a un groupe RH qui se réunit. Et donc, quand on a un problème, éventuellement, on peut effectivement les alerter sur les problèmes qui peuvent survenir. Donc, il y a effectivement des problèmes qui surviennent, notamment sur les incompréhensions dans les différentes règles nationales. Effectivement, il y a eu des petits soucis, par exemple, avec le Brexit. Vous imaginez bien, on a Warwick avec nous, et donc il y a des petits soucis quand même, parce que le projet a été déposé avant, et puis maintenant que le Brexit, voilà, on n'est pas... Les jeunes se retournent vers nous, mais comme on leur dit, on n'est pas, voilà, on n'a pas en main le gouvernement et les décisions de l'Angleterre. Donc voilà, ce type de choses, on essaie de les régler localement, et puis ensuite d'avertir les gens au niveau de l'Alliance. On utilise aussi l'Alliance qui développe différentes actions conjointes, notamment sur l'open access et sur le support aux chercheurs dans le cadre de Train. Et on les utilise en fait quand on a besoin justement de monter des trainings. Aujourd'hui, par exemple, le training qui est en cours actuellement, c'est Göteborg qui a pris le lead sur impact et innovation. On profite de leur lead là-dessus pour faire intervenir des gens aussi qui sont en lien avec, qui nous ont été amenés par l'Université de Warwick, et forcément, les locaux de l'étape, CY, sont là aussi pour aider et ensuite passer la main. Et hier, il y avait une intervention commune sur l'éthique qui avait été présentée la première année par quelqu'un de VUB, et cette année, en fait, il a été rejoint par une autre personne du PF, et donc, en fait, ça construit quelque chose qui va ensuite aussi être réutilisé dans notre programme CoFund pour structurer un peu nos collaborations, pour faire des actions conjointes. Donc, nous, vraiment, en fait, c'est tous les outils, on essaie de les utiliser en même temps. On est tous des couteaux suisses, et on va utiliser donc le CoFund comme un couteau suisse aussi, pour montrer qu'effectivement, on arrive à faire des choses ensemble. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est très intéressant d'avoir ce retour d'expérience concernant le partage des pratiques entre l'Alliance et le programme CoFund, et donc l'effet mutuel structurant des deux programmes. Et Adrien, est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelques exemples de pratiques Alors, qui ont été mises en sur le dernier point dont parlait, je crois que Raphaël ou Sylvie, tout à fait sur les formations. Alors nous, on va mettre les premières formations en place là, à la fin de l'année, mais je pense que ça va bénéficier à l'ensemble de nos partenaires. Et on a également sur la partie RH, Eugénia, vous parliez de la partie RH. Alors là, je vais parler un peu au nom des établissements, donc j'espère ne pas trop me tromper, mais on voit qu'il, pour un certain nombre, se saisir de ce projet CoFund, des règles pour lesquelles ils ne sont pas forcément toujours habitués. Et là, c'était vraiment ce dont j'ai parlé au début, l'effet levier pour d'ici, je ne sais pas, peut-être le prochain programme, ou avec un peu de chance d'ici la fin de ce programme actuel, leur dire qu'ils aient pu se saisir de ces outils, la façon dont ça fonctionne, et eux-mêmes après aller sur un CoFund sans forcément que la région soit en leader ou en tant que bénéficiaire. Donc là, alors c'est vrai que je le disais, on a un recul qui est encore assez léger, mais j'espère que d'ici 1 an ou 2, on pourra voir vraiment les effets de cela. Merci. Donc, vous voulez dire les effets pour les organismes qui sont aujourd'hui les partenaires de votre programme? Tout à fait. C'est un peu l'idée du portage régional aujourd'hui, puisque la région n'a pas en tant que telle la compétence sur la recherche et l'enseignement supérieur. Donc c'est pour ça que c'est un peu atypique. Mais... Merci. Alors Daniela, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci Eugénia. Oui, je voulais juste ajouter quelques petits points comme des tips, disons, pour les possibles candidats. Moi, je vous conseille tout d'abord de penser à une structure assez flexible. Si vous n'êtes pas le seul, disons, bénéficiaire, le coordinateur du projet, et vous avez des partenaires, vous avez aussi la possibilité
de rajouter de partenaires pendant la mise en œuvre du projet. Donc, vous n'êtes pas limité au nombre de partenaires ou au type de partenaire au moment de l'application, au moment de la candidature. Je vous conseille de commencer petit à petit pour voir comment le programme fonctionne. Donc, il ne faut pas se jeter dans des programmes qui souhaitent, disons, de recruter 50, 60 fellows, des chercheurs, je parle des deux, doctoral ou postdoctoral. Et je vous conseille de commencer petit à petit pour voir comment ça fonctionne et de ne pas vous engager dans des dépenses qu'ensuite vous allez noter que sont difficiles à soutenir, s'assurer des fonds supplémentaires. Et aussi, ce serait intéressant de partager, parce qu'on vit des périodes assez difficiles où l'inflation augmente. Ce serait intéressant d'envisager d'avoir des partenaires qui font aussi l'implémentation, c'est-à-dire qui vont offrir directement des contrats de travail aux chercheurs. Et comme ça, vous allez partager les risques et aussi les coûts que vous devriez assurer comme financement. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter jusqu'à présent. Merci. Si Merci jamais beaucoup vous pour- avez... oui, si jamais il y a d'autres questions, vous pourriez quand même envoyer à Eugenia et moi, je ferai mon mieux pour vous répondre dans les moindres délais. Entendu. Merci beaucoup. Alors, je vois que Chloé a levé la main. Chloé, je te laisse prendre la parole. Oui, merci. J'avais juste une question s'il n'y en a pas d'autres dans le chat pour les lauréats. On a souvent des questions sur la part que représente le cofinancement sur le coût total du projet et si c'est bien vu ou pas d'apporter un cofinancement qui correspond à 50% du coût total ou si on peut faire autrement. Et sur les dépenses qui vont être couvertes par la subvention européenne et celles qui vont être couvertes plutôt par le cofinancement apporté. Du coup, je voulais savoir si les lauréats qui témoignaient aujourd'hui pouvaient expliquer rapidement quelle était la part du cofinancement sur le coût total de leur projet et quelles dépenses ils couvraient avec ce cofinancement. Je vais peut-être prendre la parole donc pour Winning. Donc la région Normandie, elle cofinance la quasi-totalité du programme avec la commission. Donc on est à 50%. Il y a un cofinancement CNRS qui représente assez peu sur les formations. Et sur le budget en soi, donc la commission prend en charge une partie de la living allowance et des frais de management assez classiquement. Et nous, on finance frais de mobilité, frais de déplacement, des frais d'environnement et évidemment tout ce qui est le frais lié à la mise en place des formations. Merci beaucoup. On a exactement le même format, sauf que nous, effectivement, on partage ça, comme je disais tout à l'heure, à 6 et en proportion du nombre de fellows qui vont être in fine recrutés dans chaque université. Donc, c'est en globalité, dans la majorité des cas, nos partenaires ont ouvert tout leur périmètre au recrutement, sauf un partenaire, VUB, qui est une université en fait privée en Belgique et qui a beaucoup travaillé avec ses laboratoires et qui en fait demande, le cofinancement provient en partie du laboratoire, ce qui fait qu'en fait on a une liste un petit peu plus restreinte. Si vous allez regarder sur notre call actuel, la liste des laboratoires pour VUB est plus courte, tout simplement parce qu'effectivement il a fallu à chaque fois ils sont en train de renégocier chaque année avec les laboratoires qui, eux, sont vraiment impliqués dans le financement directement. Donc, c'est encore une fois un exemple d'une structure assez compliquée parce que nos universités ne fonctionnent pas du tout de la même manière, mais qu'on essaie justement de monter quelque chose avec un seul campus, ce qui est une gageure au niveau européen. Mais bon. Merci. Parfait, merci beaucoup pour ces retours. Alors, je regarde d'autres questions dans le chat. Je n'en vois pas. Il y a juste un message de Patricia Gauthier qui souhaite partager leur expérience
en termes de recherche d'experts. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas effectué de recherche d'experts en interne, mais qu'ils ont choisi de déléguer ça à un prestataire spécialisé qui est ESF, European Science Foundation. Et donc, cela leur permet d'assurer le timing, la qualité des évaluations, mais cela a un coût important. Voilà, ben, merci de partager cette pratique qui pourrait peut-être servir à d'autres projets en cours de montage. Et donc, une question qui vient d'arriver de Vincent. Oui, pardon, vous n'avez pas répondu sur la répartition du budget entre le CE et le cofinanceur, 50-50 ou autre répartition. Alors, il n'y a pas de règle précise par rapport à ça. Donc, est-ce que votre question, elle porte sur la règle, sur la règle ou sur les pratiques de nos lauréats? Non, Chloé posait la question aux témoins qui étaient là, donc comme ils n'ont pas répondu sur cette question, je voulais avoir leur exemple sur les 2 projets. D'accord. C'est moi qui n'ai pas répondu parce qu'Adrien a répondu à 50% et nous aussi on est à 50% à peu près. Ok, pardon, excusez-moi, c'est allé vite, je n'avais pas noté l'information, merci. Je n'avais pas répondu, effectivement, vous avez raison, c'était Adrien qui avait répondu pour le leur et effectivement nous aussi, je confirme, on est à 50%. Oui, si je peux rajouter quelque chose, s'il y a toujours le temps. Bon, il y a un changement dans Horizon Europe comparé à H2020, parce que pour H2020, on n'assurait pas le montant total minimum demandé par la Commission, mais dans Horizon Europe, l'allocation pour les chercheurs est plus élevée. Donc, ça va. Vous devriez penser à un autre type d'estimation, seulement pour peut-être la mobilité des chercheurs supplémentaires, mais aussi pour d'autres coûts de financement des laboratoires ou participation aux conférences ou pour des stages. Donc, ça va être un peu différent, je suppose, pour Horizon Europe.